Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition, au Soudan, la hausse des prix des denrées alimentaires inquiète les familles âgées d'Araf à l'approche du Ramadan. Les tensions se ravivent entre l'Érythrée et l'Éthiopie, alors qu'Asmara dément toute présence militaire sur le territoire éthiopien. Face aux expulsions massives des États-Unis, plus de 350 000 migrants tentent de se reconstruire au Guatemala après un retour forcé. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Bamako, pays de l'Afrique de l'Ouest, franchit un pas stratégique dans le secteur de l'or. L'État malien crée la Société de patrimoine minier du Mali, entièrement publique, chargée d'acquérir et de gérer ses participations afin de mieux contrôler les richesses minières du pays. Suivons ensemble. Le Mali annonce la création d'une société publique pour la gestion de son patrimoine minier. Baptisée Société de patrimoine minier du Mali, SOPAMIM, son capital est entièrement détenu par l'État. La SOPAMIM va acquérir et gérer les participations du Mali dans le secteur minier, alors que le pays est l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique. L'initiative vise à transformer la gestion du sous-sol malien. Elle s'inscrit dans la même vision que le code minier adopté en 2023 pour renforcer la souveraineté du Mali sur ses ressources naturelles et assurer la gestion du secteur minier dans l'intérêt national. En 2 ans, le nouveau code minier a permis l'augmentation de la participation de l'État et des collectivités locales dans les mines de 20% à au moins 35%. Il a contribué à augmenter les recettes fiscales. Ainsi, les recettes de l'État provenant des sociétés minières aurifères sont passées à 52,5% en 2024. Le secteur des mines est un secteur stratégique pour l'économie du Mali. Il contribue de manière significative aux recettes d'exportation et fiscales, au développement du secteur privé et à l'attractivité des investissements directs étrangers. Il contribue aussi massivement au produit intérieur brut. À quelques jours du début du mois de jeûne prévu le 17 février, les habitants de Gédaraf redoutent une nouvelle flambée du coût des denrées alimentaires. Une situation qui complique la préparation du Ramadan pour de nombreuses familles déjà fragilisées par la crise économique. Suivons ensemble. Alors que le mois de jeûne du Ramadan devrait commencer le 17 février prochain, les habitants de Guédaref au Soudan se posent de nouveau la question du coût de l'alimentation, indispensable pour organiser les repas du iftar qui cassent le jeûne des communautés musulmanes en fin de journée. Si générosité et dévotion sont les valeurs de cette période, certains sont inquiets de ne pas pouvoir offrir le minimum. Pendant le Ramadan, les prix du bétail augmentent car la demande est supérieure à l'offre et parce que les gens jeûnent pendant la journée. Les prix sur le marché sont trop élevés, trop chers. Une brebis coûte entre 650 000 et 700 000 livres soudanaises. Pour les éleveurs de bétail soudanais, cette période est l'une des plus lucratives de l'année, avec une offre qui augmente considérablement, provenant d'autres pays africains qui les encouragent à exporter.
Nous avons 2 marchés à Chawak le samedi et le mardi. Nous exportons vers l'Égypte environ 250 à 300 chameaux le samedi et 150 à 200 chameaux le mardi. Le marché est important et le chiffre d'affaires élevé. Les prix restent raisonnables jusqu'à présent, sans forte augmentation. Et même si cela devait arriver, ce ne serait pas très élevé. Nous espérons que la situation s'améliore d'ici le Ramadan. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais la situation dans le pays est meilleure aujourd'hui. La guerre au Soudan dure depuis près de 3 ans. Il s'agit du 3e Ramadan dans ce contexte menaçant. Plus de 8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan depuis le 15 avril 2023, dont 4 millions d'enfants. Le chef de la diplomatie tanzanienne Mahmoud Tabi Kombo a rencontré lundi à Moscou son homologue russe Sergueï Lavrov. Une visite placée sous le signe du renforcement des relations et de la coopération entre les 2 pays. Suivons ensemble. Le ministre tanzanien des Affaires étrangères Mahmoud Tabi Kombo s'est rendu à Moscou lundi et a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov. Au cours de cette rencontre, M. Kombo a remis une lettre de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan adressée au président russe Vladimir Poutine. Je tiens à remercier une nouvelle fois son Excellence la Présidente, ainsi que toute votre équipe pour avoir renforcé notre coopération stratégique. Cela a été mentionné dans le discours de la Présidente lorsqu'elle s'est adressée au monde entier par l'intermédiaire de toutes les missions diplomatiques et organisations internationales présentes en Tanzanie. M. Lavrov a quant à lui exprimé sa satisfaction quant à la coopération entre les 2 pays. Je tiens à exprimer notre satisfaction quant à la coopération entre la Russie et la Tanzanie au sein des organisations internationales, en premier lieu les Nations Unies, mais aussi dans le cadre de la coopération stratégique entre la Russie et l'Afrique. Nous discutons actuellement du calendrier et du lieu du 3e sommet Russie-Afrique. La dernière rencontre entre M. Lavrov et M. Kombo a eu lieu en décembre dernier. Le ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie a exprimé sa gratitude à Moscou pour le travail des entreprises russes sur les grands projets dans le pays. Selon Nairobi, au moins 200 ressortissants kenyans combattent actuellement aux côtés de la Russie sur la ligne de front en Ukraine. Une situation qui soulève des inquiétudes et relance le débat sur le recrutement des combattants étrangers. Des dizaines, voire des centaines de Kenyans se retrouvent aujourd'hui engagés dans la guerre en Ukraine après avoir été recrutés par l'armée russe. Attirés par de fausses promesses d'emploi à l'étranger, beaucoup affirment avoir été trompés puis envoyés de force sur le front. On devrait avoir honte d'envoyer quelqu'un en première ligne, car cette guerre ne concerne pas du tout les Africains. Elle ne nous concerne pas, elle ne nous concernera jamais. Nous ne faisons que nos propres guerres et nous n'avons jamais fait venir des Russes pour se battre pour nous. Alors pourquoi prendre nos gens ? Selon des anciens recrutés, tout commence à Nairobi via des agences de placement, des groupes WhatsApp rassurants, des contrats illisibles, ensuite des menaces de mort. Une fois en Russie, il n'y a plus de retour possible. S'ils ont encore un peu d'humanité, ils pourraient ramener mon mari pour que je puisse l'enterrer s'il est vraiment mort. Et je pense qu'il l'est car l'ambassade de Russie a confirmé qu'ils avaient retrouvé son corps. Pour l'Ukraine, il ne fait aucun doute que Moscou recrute désormais bien au-delà de ses frontières. Nous constatons un nombre croissant d'Africains en première ligne. La Russie n'arrive plus à recruter et il est moins cher pour elle d'aller chercher ailleurs dans le monde. Il est triste de dire qu'ils sont envoyés comme de la chair à canon. En décembre dernier, les autorités kenyanes ont déclaré qu'environ 200 citoyens avaient été envoyés combattre en Ukraine, dont 23 ont... Dans un autre registre, à Cuba, la pénurie de carburant paralyse une grande partie du pays. Transport perturbé, tourisme ralenti et difficultés d'approvisionnement en produits essentiels.
La crise énergétique pèse lourdement sur le quotidien des populations et fragilise davantage l'économie nationale. Suivons ensemble. Air Canada est la première compagnie internationale à annoncer suspendre ses liaisons vers l'île. D'autres prévoient des ajustements avec des escales techniques dans d'autres îles des Caraïbes ou encore au Mexique, avec à la clé évidemment des vols retardés. C'est le cas d'Air France, c'est le cas d'Air Europa ou aussi de Lufthansa. Iberia, qui est dans le même cas, propose à ses clients de modifier leurs déplacements sans frais. C'est le résultat d'une mesure radicale prise par le gouvernement cubain pour faire face à la pénurie de carburant. En raison de la pression des États-Unis qui se fait de plus en plus importante, Cuba, jusqu'à présent, reposait sur des livraisons qui venaient du Venezuela, mais début janvier, il y a eu cette opération des États-Unis contre le Venezuela avec cet enlèvement de Maduro. Depuis, plus aucun pétrolier ne part de Caracas en direction de la Havane. Ensuite, Washington a menacé de sanctions le Mexique qui avait pris le relais dans les livraisons de pétrole et plus généralement tout pays qui vendrait du pétrole à Cuba. Mexico a donc à son tour suspendu ses livraisons. Cuba se retrouve donc complètement isolé. Donald Trump l'a dit très clairement, il veut asphyxier l'économie de l'île. Et donc le gouvernement cubain a décidé d'un certain nombre de mesures d'urgence pour tenir bon et pas seulement cette suspension de la question du kérosène dans les aéroports. D'abord, une semaine de 4 jours. En fait, toutes ces mesures ressemblent beaucoup à celles qu'on a connues pendant le Covid-19, que les Cubains ont connues pendant le Covid-19. Donc, il y a d'abord une semaine de 4 jours dans le secteur public. La généralisation du télétravail quand c'est possible. Les étudiants, eux, qui doivent faire leurs cours en visioconférence. Restriction ensuite des distributions de carburant avec priorité absolue donnée aux secteurs vitaux, la santé, l'alimentation, l'agriculture. Et encore, certaines récoltes comme celle de la canne à sucre, sont arrêtées. Il y a une réduction également des services de bus, de trains entre provinces. Les déplacements sont devenus extrêmement difficiles. La suspension des opérations chirurgicales non essentielles dans les hôpitaux. La fermeture également de certains hôtels. Et pour les touristes qui se retrouveraient coincés, on les regroupe dans un hôtel. Bref, un pays qui vit au ralenti avec des files d'attente de plus en plus longues devant les banques dont les heures d'ouverture sont réduites, devant les stations, les rares stations-service également, et qui restent ouvertes avec un prix de l'essence, lui, qui explose au marché noir. On peut d'ailleurs quasiment payer uniquement en dollars, plus en monnaie, en pesos. Des coupures d'électricité, alors là, l'île y est déjà habituée, mais là, elles se font de plus en plus régulières. Une catastrophe pour toute l'économie cubaine ? Oui, l'économie de Cuba reposait principalement, c'était en tout cas il y a 10 ans, sur le tourisme qui est à l'agonie et avec la situation qui ressemble encore une fois à celle du Covid, avec des déplacements qui sont extrêmement compliqués. Tous les petits commerces souffrent. Le PIB a déjà reculé de 5% l'année dernière sur un an et de 15% depuis 2020, selon des chiffres d'un institut publié hier. Les hôpitaux manquent d'antibiotiques, de médicaments en tout genre. Le Mexique a envoyé dimanche 2 navires chargés de 800 tonnes d'alimentation, de viande, de lait en poudre, de produits d'hygiène, qui devraient en principe arriver jeudi. La Chine et la Russie se disent prêts à apporter de l'aide, mais ne disent pas comment. Mais pour une île qui repose à 70-80% même pour ses besoins alimentaires de l'étranger, c'est largement insuffisant. Les Cubains, eux, parlent de cette période comme d'un retour à la période qu'ils appelaient la période spéciale dans les années 90, après la chute de l'URSS, une période de pénurie extrême. Aux États-Unis, le contrôle des flux financiers s'intensifie. Après la surveillance des investissements entrants, les États-Unis ont commencé à encadrer les capitaux sortant vers la Chine, marquant un possible recul d'un principe central du libéralisme économique. Suivons ensemble. Rappelez qu'on consomme chaque jour 2 milliards de tasses de café. Donc c'est un chiffre important. Vous précisez même que le marché est régulièrement en augmentation entre 1 et 2% par an. Pour autant, votre livre commence à dire que le secteur, cette filière, se porte très mal. Pourquoi ? Elle est en crise parce que, paradoxalement, c'est ce que vous venez de dire, le café n'a jamais été autant consommé dans le monde. Ça augmente de 2 à 3% chaque année en termes de consommation, de manière très régulière. Et pourtant, il y a de moins en moins ou de plus en plus de pays qui ont du mal à trouver des producteurs et encore plus difficilement des cueilleurs.
alors que le café n'a jamais autant rapporté d'argent. Il crée des fortunes parmi les multinationales qui vendent du café. Je pense notamment à Nestlé et Starbucks. Et pourtant, les plantations sont désertées par les producteurs. C'est très patent, notamment en Amérique centrale, où tous les migrants que l'on voit arriver en Amérique du Nord, aux États-Unis, ce sont souvent des gens qui travaillent dans le café, parce que ce sont des pays qui s'appuient beaucoup sur l'économie du café. Et voilà, et pourtant, ils ne sont plus là. Alors que se passe-t-il? C'est tout le paradoxe que j'essaie de creuser dans ce livre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça démarre au début de la production? Est-ce que ça veut dire que les entreprises, les fermes qui produisent sont mal rémunérées et que la vraie valeur ajoutée, elle est gagnée par d'autres? Voilà, en fait, il fallait comprendre où va l'argent, parce que s'il y a plus d'argent, les producteurs devraient mieux gagner leur vie. C'est pas le cas. J'ai découvert que de plus en plus de cette manne du café est accaparée par les multinationales. Elles prennent un pourcentage de plus en plus élevé sur le prix du café au kilo, qui sont en sachet, en capsule, moulus en grains. Et les producteurs touchent pour leur kilo de café quasiment les mêmes prix qu'il y a 30 ans. Je vous laisse imaginer avec l'inflation ce que ça veut dire. Ça veut dire que beaucoup de producteurs n'arrivent plus à envoyer leurs enfants à l'école, n'arrivent plus à se nourrir, n'arrivent plus à se soigner, sauf quelques pays qui ont été les grands gagnants de la mondialisation parce qu'ils ont embrassé la productivité et parce qu'ils ont des très grosses exploitations. Mais la majorité des producteurs de café restent des petits producteurs qui ont moins de 3 ou 4 hectares. Ils représentent 80% du café qui est consommé dans le monde et ils vont assez mal, assez mal. Et alors, le problème, est-ce que ça vient des États qui ne soutiennent pas assez leurs paysans sur ces questions-là? Et en même temps, vous commencez votre livre Enquête mondiale par une tournée que vous faites avec des inspecteurs du travail au Brésil, sauf que cette tournée, elle est protégée par des hommes en armes. Oui, j'ai suivi en fait des inspecteurs du travail dans les plantations de café brésiliennes parce que c'est le premier pays producteur. Le Brésil, c'est un pays qui a été le gagnant de la mondialisation du café. Ils sont extrêmement productifs et pourtant, l'on trouve énormément d'esclaves modernes chez les cueilleurs dans des plantations parfois certifiées pour vendre du café à Nestlé ou à Starbucks. Chaque année, ils croulent sous les demandes des travailleurs en détresse et ils n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes. Ce que cela montre, c'est qu'en fait, il y a une espèce de froideur de l'industrie vis-à-vis de tous ces petites mains du café, tous ceux qui cueillent le café et tous ceux qui le produisent. Eux gagnent très peu d'argent, sont exploités, écrasés par le système parce qu'on leur réclame des prix très bas et ils font tout pour baisser les prix, les salaires de ces producteurs. Et malheureusement, même dans un pays aussi développé et aussi engagé sur ces questions que le Brésil, on trouve énormément d'esclaves modernes. Et là, je parle du Brésil, mais en fait, c'est pareil dans tous les pays. Si je suis allé au Brésil, c'est parce qu'il y a des inspecteurs du café financés par l'État pour dénoncer ces situations. Dans plein d'autres pays, malheureusement, l'État ne finance même pas ce type d'inspection du travail, quoi. Oui, est-ce que ce marché est spéculatif ou pas? Vous parlez beaucoup de la place de la Suisse comme place de marché importante. Est-ce qu'il y a vraiment de la spéculation sur le café? Oui, alors c'est pas la majeure partie du problème ne vient pas de là, mais c'est quand même un problème. Il y a quand même de la spéculation autour du café, des fonds d'investissement gigantesques, souvent basés aux États-Unis, qui réagissent à la nanoseconde lorsqu'il y a les cours qui baissent ou qui montent. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils arrivent à s'accaparer une bonne part de la manne du café. Alors, pas énorme, mais quand même quelques pourcents, qui feraient la différence si cet argent allait aux producteurs. Donc il y a de plus en plus d'acteurs très puissants et très riches basés dans les pays occidentaux. Alors en Suisse, parce que la Suisse est la plaque tournante du commerce des matières premières, toutes les entreprises qui sont dans ce business sont là-bas pour des raisons fiscales, et ça fait partie du problème. Après, comme vous l'avez dit, il y a des États qui arrivent à améliorer un peu la situation. Certaines filières sont mieux organisées que d'autres. Je pense par exemple à la Colombie, qui a une fédération du café depuis 100 ans, qui, elle, garantit un prix minimum décent aux producteurs colombiens et qui s'en sort un peu mieux que les autres. C'est pas pour rien que, vous l'avez probablement vu sur vos paquets de café, l'IGP Café du Brésil, voilà, il y a une IGP, il y a une marque spéciale du café. Le café colombien est légèrement plus cher parce que les producteurs en bénéficient. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas le cas partout. Merci beaucoup Pierre-Wolf Mandroux pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé. Merci à toutes les deux d'y avoir participé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.
Dernière actualité pour clôturer cette édition, toujours aux États-Unis. En un an, plus de 350 000 personnes ont été renvoyées des États-Unis. Au Guatemala, beaucoup tentent désormais de reconstruire leur vie après cette expulsion entre incertitude et nouveaux défis. Suivons ensemble. Dans cette ville guatémaltèque, près de la frontière mexicaine, résonnent les récits de migration vers les États-Unis. Astrid de León porte l'échec de son rêve américain comme un fardeau. La jeune femme a emprunté $17 000 pour payer un passeur. Sans scrupule, il l'a livrée au danger du désert du Chihuahua. On a dû se cacher parmi les ordures, avec le risque de se faire attaquer par un animal ou de tomber sur un cartel. On risquait de mourir. C'était très difficile pour moi. Après 3 jours de souffrance, le groupe d'Astrid est interpellé par la police aux frontières américaines. 2 semaines plus tard, elle est expulsée. Sans l'aide de cette boulangerie solidaire, Astrid vivrait aujourd'hui dans une extrême précarité. Depuis l'an dernier, l'administration Trump expulse les migrants dans ses avions militaires des Boeing C-17. Des opérations musclées pour montrer son intransigeance contre l'immigration clandestine. L'agence ICE mène une campagne de déportation massive. Francisco Pedro a été arrêté à Fort Smith dans l'Arkansas et renvoyé au Guatemala. Son espoir, pouvoir un jour retourner aux États-Unis. Peut-être que ça arrivera, mais bien plus tard. Il faut attendre qu'il fasse tomber Donald Trump, parce que pendant les prochaines années, la législation va nous être hostile. Il n'y a qu'à voir sa façon de gouverner. Il expulse tout le monde. Selon l'Institut guatémaltèque des migrations, en 2025, 55 000 personnes ont été renvoyées, contre 77 000 en 2024. Une baisse qui ne s'observe pas partout dans le pays. À Coatepeque, des milliers de personnes expulsées par voie terrestre se rendent à la mairie. Buenos días. Tatiana Lopez les accompagne dans leur recherche d'emploi ou de formation. Nous avons reçu un très grand nombre de personnes expulsées. Il y en a de plus en plus. On a des statistiques de différentes villes et Coatepeque a enregistré 10 000 migrants expulsés. Nous avons pu en contacter 2 000. Roberto Barran n'a pas été expulsé par les autorités américaines. Pour lui, la route de l'exil s'est arrêtée au Mexique, où son passeur l'a abandonné dans un entrepôt à Ciudad Juárez, à 2 pas de la frontière avec le Texas. J'ai décidé de renoncer. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que je parte dans un autre pays. Si je peux trouver de l'argent pour un passeur, je peux aussi en trouver pour construire ma maison au Guatemala. Grâce à ses efforts, Roberto a remboursé les 9 000 € empruntés pour payer le passeur. Il gagne désormais sa vie en élevant des cochons. La vente de viande de porc est le gagne-pain de ses commerçantes. Véronica Thomas a réalisé le rêve de tant de femmes de la région, rejoindre les États-Unis et envoyer de l'argent à sa famille. Mais après 6 ans à Kansas City, elle est rentrée au pays de son plein gré, désenchantée. Mon patron, mon manager, comme ils disent là-bas, me traitait très mal. Il me disait que mon niveau d'anglais n'était pas bon. Je lui ai dit qu'il était raciste, qu'il était méchant. Je lui ai dit, vous voyez bien que je travaille et vous exigez toujours plus, alors que vous ne dites rien aux autres. Les États-Unis, ce n'est pas l'Eldorado. J'y suis allée, j'en suis partie et je n'ai pas l'intention d'y retourner. Je préfère ici. Les bénéfices tirés de la vente de charcuterie assurent à ces femmes des revenus déclarés
dans un pays où 70% de l'emploi est informel. Astrid remonte elle aussi la pente. Son travail à la boulangerie lui permet de rembourser 700 $ par mois sur les 17 000 empruntés à la banque. J'ai dû hypothéquer un petit terrain que je possédais. Donc on peut dire que j'ai déjà remboursé un peu plus de la moitié de la somme. Astrid aura soldé sa dette d'ici 3 ans. Depuis son retour, elle a pu s'appuyer sur un réseau qui regroupe les autorités guatémaltèques, des centres d'accueil pour migrants ou encore des associations d'aide à la... Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Esaü Télévision.